Et donc voilà, bienvenue à toutes et à tous. On est en train de regarder si quelques collègues se connectent. Comme on disait, c'est le premier événement de lancement de la version finale du manuel des normes universelles de logistique pour la réponse humanitaire, les ULS en anglais. Je m'appelle Camille Nussbaum, je suis le coordinateur de ce projet depuis le début du projet en août 2019, donc il y a presque 2 ans. Et donc vous pouvez imaginer une grande joie de pouvoir partager ce produit final. On va vous partager plus d'informations sur le manuel dans cet événement. Vous parler aussi des dernières petites choses qu'on va rajouter dans dans les prochains jours et aussi des perspectives à plus long terme. Donc, dans toute cette session, comme je le disais, il y aura deux parties. Une première partie plutôt de présentation. On ne veut pas vous ennuyer avec trop de détails et de longs discours. Donc on va juste aller au point essentiel, d'où vient le projet, qu'est-ce qu'on a fait, comment on en est arrivé à cette version finale, parler un peu du manuel en soi, comment ça marche, quelle est l'architecture, la logique de tout ça. Aussi parler de la dernière période, la dernière phase qui a été très riche du projet, avec la phase pilote, avec laquelle on a été en contact avec différentes organisations pour voir comment l'outil pouvait leur être utile, comment on pourrait l'améliorer à court ou à moyen long terme. Et donc pour ça, on a la grande chance d'être avec un Christophe Périchou aussi aujourd'hui, qui nous partagera depuis Bioforce, qui a été l'une de ces organisations, leur expérience. Christophe a aussi été l'un des experts de l'équipe technique, le Technical Advisory Group, du projet avant la phase pilote. Donc il pourra aussi nous partager son expérience comme expert technique clé dans le développement des ULS. Mais avant de commencer, je voudrais donner la bienvenue à mes collègues de la DG Eco, pardon. Je bafouille quand je parle un peu en français. Qui est l'agence qui a soutenu depuis le début ce projet. Ce projet développé par le consortium Inspire, qui est une alliance de différents think tanks humanitaires européens. IECA ici en Espagne, Groupe URD en France, GPPI en Allemagne et ODI au Royaume-Uni. Et dans le cadre de la relation de Inspire Consortium, du consortium Inspire avec la DG ECO, qui est le bureau de l'assistance humanitaire de l'Union européenne, nous avons pu développer ce projet. Donc je laisse la parole à mon collègue de la DG ECO, Pierre, si je ne me trompe pas. Ok. Est-ce que vous pouvez me voir? Euh, pour Non. l'instant, J'ai lancé ma vidéo et mon micro. Je sais pas on peut te si. voir, Pierre, c'est bon. C'est bon? Juste une dernière annonce. Ouais. Cette session est enregistrée, donc si vous voulez connecter qu'on voit votre visage, c'est très bien. Si vous voulez pas qu'on vous voit, vous pouvez encore déconnecter votre caméra. On enregistre la session parce que tout le monde ne pouvait pas participer à cette session à cet horaire-là. Donc tout ça, ce sera mis sur le compte YouTube des ULS pour que les gens puissent, ou que vous-même vous puissiez repasser cet enregistrement. À toi, Pierre. Merci Camille, merci pour cette présentation rapide. Alors, l'idée donc pour moi, donc je suis Pierre Tripon de la DG Eco. Je voulais juste ici d'abord expliquer le pourquoi de l'engagement de Eco dans ce projet. Euh, Alors, pour ma part, je n'étais pas encore chez Eco à ce moment, mais je suis tout à fait, je suis très fier du travail qui a été accompli par mes collègues et par donc le consortium Inspire. Donc, à l'origine, Eco a décidé de financer le projet ULS sur la base d'une recommandation de l'évaluation Landell-Mills, dont vous devez, j'imagine, avoir connaissance. Sinon, on pourra évidemment vous la passer, qui était produite en décembre 2018. Dans cette évaluation, il avait été révélé qu'il n'y avait en fait pas de normes universelles ou de standards à l'image de ce qui existe dans d'autres secteurs, WASH, sécurité alimentaire, santé par exemple, en ce qui concerne la logistique humanitaire. Notre objectif donc était de produire un document qui pourrait également être utilisé par des non-logisticiens et accessible à toutes les organisations, notamment des organisations
de petite taille, des organisations locales qui n'ont pas souvent les capacités en interne sur le plan logistique. Donc l'idée, c'était de produire un document qui peut aider toutes les personnes qui sont impliquées dans l'aide humanitaire à comprendre l'importance de la logistique et à les guider à travers les étapes clés nécessaires lors de l'examen de la logistique quand on développe et quand on met en œuvre un projet. Voilà. Donc l'objectif n'était pas de produire des normes obligatoires, mais un guide. Et pour qui a eu l'occasion de parcourir le document, le draft, donc même si on va aujourd'hui donc nous présenter la version finale, dans le draft, on s'aperçoit bien qu'on est vraiment sur un guide comment procéder plutôt que ce que beaucoup craignaient finalement, hein, et je comprends les inquiétudes de certains, qui était la mise en place de standards qui auraient peut-être été très rigides et pas assez évolutifs. Donc voilà, ce n'est absolument pas le cas et je vous invite donc, on va avoir une présentation plus en détail, mais voilà, je trouve ça extrêmement intéressant sur ce plan-là. Il y a évidemment un lien clair avec la logistics policy que nous développons au sein d'ECO. Et un des objectifs de cette policy, et c'est justement de mettre la logistique humanitaire au cœur de la réponse humanitaire et de soutenir le renforcement des capacités dans ce domaine. Donc c'est complètement en adéquation avec notre stratégie chez ECO. Pour finir, je tenais juste effectivement à remercier ici IECA, le groupe URD et le consortium Inspire pour le travail de développement des ULS, en particulier souligner la vaste consultation qu'ils ont menée pour arriver à la construction de ces standards. Et donc j'espère que ces standards pourront être très largement utilisés, en tout cas inspirés et servir au travail des différentes organisations qui, je pense, en tireront beaucoup de bénéfices. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre, et merci à tous les collègues de la DG ECO qui ont accompagné ce projet. C'est quelque chose qui a commencé il y a près de plus de 2 ans. Et donc en général merci aussi pour ce soutien. On est vraiment très content d'être arrivé là où on est aujourd'hui avec cette version finale après tant d'efforts de tous les côtés. Donc commençons cette présentation. Juste pour savoir que vous avez le grand privilège d'être parmi ceux qui assistent à au premier événement qu'on a aujourd'hui. C'est le jour du lancement, le 29 avril, de cette version finale des ULS. On a cet événement en français, on aura un événement en anglais un peu plus tard. Et dans l'après-midi, en horaire européen ou africain, on aura un événement en espagnol qui est plutôt pensé pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc juste pour reprendre le pourquoi, on pourrait s'étendre très longuement là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'approfondir sur certains thèmes, certaines questions dans la partie de questions, de commentaires après la présentation. Mais juste pour reprendre quelques messages clés sur les ULS, ce projet a commencé en fait avec les éléments que nous citait Pierre, une évaluation aussi de la part de la communauté des normes de qualité et de redevabilité dans le monde humanitaire, comme par exemple les normes sphères. Il avait été identifié un grand intérêt de plus en plus pour les aspects qui ont trait avec la logistique et l'inexistence de normes universelles, j'insiste sur le fait de normes universelles dans ce champ-là aussi important de la réponse humanitaire. Pourquoi de nouvelles normes? On pourrait aussi parler de pourquoi de la logistique. La logistique, enfin je pense que vous êtes tous convaincus et je pense qu'on l'a tous vu même dans nos vies. C'est quelque chose d'essentiel dans toutes les réponses humanitaires. On le voit avec la Covid, évidemment d'une façon presque grossie, mais on le voit dans n'importe quelle réponse humanitaire et donc ça fait partie c'est pour ça que c'est important d'apporter des outils qui permettent d'améliorer les pratiques, d'aider les spécialistes, mais aussi d'aider tous les acteurs qui sont dans la réponse humanitaire et qui n'ont pas forcément une connaissance spécialisée ou des experts sur toutes les choses qui ont à voir avec la logistique. Donc le problème de base qui avait été identifié, c'est le fait qu'il y a beaucoup de normes en fait qui existent, mais des normes techniques
beaucoup de manuels d'organisation spécifiques, mais il n'y avait pas de normes universelles d'un autre niveau qui puisse couvrir n'importe quel contexte, n'importe quelle organisation, qui puisse orienter et assurer, aider les acteurs à baser leurs réponses sur les meilleures pratiques du secteur. Il y avait aussi l'importance, quand on a commencé à développer ces normes, c'était de développer quelque chose qui soit utile pour les différents acteurs de la réponse humanitaire, pas uniquement les acteurs internationaux, qui sont peut-être ceux qu'on voit le plus, les organisations, les ONG internationales, les agences du système des Nations Unies, mais aussi les bailleurs qui font partie du système, mais aussi, surtout, les acteurs locaux, qui jusqu'à présent n'ont pas forcément eu beaucoup accès à des outils pour améliorer leurs pratiques et qui ont travaillé avec la logistique. Donc c'est un peu toute la motivation première du développement des ULS, c'est de voir une immense, je répète, c'est pas qu'il n'y avait aucune norme, d'ailleurs il y a beaucoup de normes techniques, une immense liste de normes très techniques dans les champs importants de la logistique humanitaire, de la réponse humanitaire, mais il manquait quelque chose construit de façon plus universelle, plus accessible aussi, pour avoir des grandes orientations et pouvoir les adapter. C'est le terme vraiment clé avec les ULS. C'est quelque chose qui doit être ensuite adapté, contextualisé aux organisations et au contexte où on travaille. Je reprends brièvement avec ce problème principal qui avait été identifié, cette évaluation et d'autres éléments qui avaient été mis sur la table au tout début du projet. On a commencé par un desk review, une révision documentaire, une revue documentaire avec l'équipe des ULS. Donc de voir justement quels standards, quelles normes techniques existaient déjà, quels étaient les principaux champs de la logistique où il y avait plus d'intérêt d'avoir des orientations sur les meilleures pratiques, et quels étaient les intérêts, les problèmes identifiés par les différents types d'acteurs dans la réponse humanitaire. Grâce à ça, on a pu publier, quelques mois après le début du projet, à la fin de l'année 2019, un premier rapport, un rapport initial du projet, pour faire un peu le résumé des principales questions, des demandes des différents acteurs. Et c'est là-dessus qu'on a commencé le travail de développement avec le Technical Advisory Group. C'est l'équipe technique qui nous a accompagnés, constituée de 15 à 20 experts dans beaucoup de pays différents, beaucoup d'organisations différentes, qui ont donné leur temps volontairement pour participer à beaucoup de réunions. D'abord des réunions avec tout le panel d'experts pour décider quel chapitre on voulait couvrir, et ensuite des réunions thématiques pour chaque chapitre pour développer une première version du manuel. C'est ce qui a été fait en 2020. Donc cette version préliminaire, ce draft 1, a été lancé, et c'est cette version qui a été partagée avec beaucoup d'acteurs sur tous les continents. On a eu beaucoup de sessions à cause de la Covid. Donc la Covid nous a juste rattrapé à ce moment-là du lancement de la version préliminaire. On a tout fait de façon en ligne, évidemment, ce qui a permis en fait de couvrir beaucoup plus de zones géographiques et de langues que ce qu'on aurait peut-être fait initialement, parce qu'on avait prévu de faire plusieurs ateliers dans différentes parties du monde. Mais là, on a eu 17 sessions en ligne avec beaucoup d'experts. J'en vois certains d'ailleurs parmi les participants aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui a permis d'utiliser cette version préliminaire qui avait été faite avec le panel d'experts, et d'avoir un retour, d'avoir beaucoup d'éléments, d'avoir beaucoup d'exemples concrets dans un contexte ou dans un autre pour pouvoir réajuster cette version. Je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les versions qu'on a pu avoir du manuel des ULS. On est passé de la V1 à la V2, à la 2,5, à 3, à 3.1, à 3.5. Enfin bon, ça a beaucoup évolué. Mais ça a été essentiel de nous nourrir de toutes ces consultations, ces échanges qu'on a eus avec beaucoup d'acteurs. On a eu quasiment 200 participants dans cette série de consultations. Et c'est ce qui nous a permis de lancer à la fin de l'année dernière, en octobre, à la fin octobre, une version pilote
qui profitait de tous ces débats, de tous ces éléments identifiés. Et donc cette version pilote s'appelait comme ça parce que c'était la version qui était suffisamment ajustée par rapport à la version préliminaire. On avait récupéré beaucoup d'éléments très pertinents pour faire tous les ajustements, pour dire, bon là on a une version qui peut être utilisée. Donc c'est ce qu'on a fait en octobre, on a publié cette version pilote, et la phase suivante en fait a été celle du test de cette version pilote, de faire le pilote avec des organisations. Donc on a sélectionné 5 organisations. Dans chaque organisation, on a vu avec qui on pourrait travailler, quelles équipes, quels chapitres éventuellement pour les intéresser plus que d'autres. Et on a fait ce test pour voir en conditions réelles, c'est une espèce de crash test, on peut dire, du produit qui avait été développé, du manuel. Et donc grâce à ça, on a eu un retour très intéressant et on va en apprendre un peu plus dans cette présentation. Et donc aujourd'hui, tout ça pour que vous compreniez que ce dernier petit cercle rouge, aujourd'hui, c'est le résultat d'un long voyage, mais qui donne un peu toute la saveur et toute la force du manuel qu'on peut partager avec vous aujourd'hui, la version finale, la version 1. Juste pour repasser très rapidement, je me rends compte qu'il y a certains mots en anglais, j'espère que vous me pardonnerez. Le manuel a une structure, en fait, a une introduction pour expliquer un peu les bases, il y a des fondements qui sont partagés avec d'autres normes de qualité et de redevabilité dans l'action humanitaire. J'ai cité Sphere avant, qui est une référence très importante et qui d'ailleurs nous permettra dans le futur d'être associé officiellement aux normes aux sphères. Donc dans l'introduction, on détaille un peu cette approche en ligne avec les normes sphères et avec les autres normes qui ont été développées en s'inspirant de sphères. Et ensuite, on arrive sur les chapitres techniques qui couvrent en fait 6 champs très importants de la logistique, depuis les achats, procurement, jusqu'à la gestion de la flotte et des assets et des matériels. Et à travers ces 6 chapitres, on a inclus, après beaucoup de débats avec beaucoup d'experts, et grâce aux débats régionaux, on a même rajouté une 5e question transversale. Donc on a identifié 5 questions très importantes à traiter, à inclure tout au long des chapitres. Donc dans chacun des chapitres techniques, on va trouver des orientations, ce qui est important dans une réponse humanitaire de garantir à travers une série de normes. Et dans toutes ces normes, on a essayé d'inclure le plus possible toujours des références, d'une part au transfert monétaire, qui est une dynamique, un outil, une approche de l'action humanitaire qui n'est pas nouvelle, ça n'a pas été inventé hier, ni même il y a 10 ans, mais qui est en fort développement, qui a un grand potentiel dans l'agenda international d'amélioration de l'assistance humanitaire. Et donc ça nous semblait important aussi, en voyant qu'il n'y avait pas tellement de références à l'heure actuelle sur cette question pour les logisticiens dans le monde logistique. Donc on a fait un gros effort, on a eu la chance de compter sur des spécialistes de premier niveau au niveau mondial sur la question, pour inclure toutes les références pertinentes pour que les utilisateurs des ULS prennent en compte comment faire cette logistique si on parle d'assistance en argent, en espèces, ou à travers de coupons, les transferts monétaires. On a ensuite pris en compte aussi tout ce qui a à voir avec la protection, de prendre en compte les droits des personnes, plus spécifiquement le safeguarding, qui est, on l'a traduit ici comme la protection contre les abus, quelque chose de plus spécifique, mais qui est aussi très, très important. Enfin, on a aussi inclus la partie qui a trait à l'impact environnemental de l'action humanitaire, qui est aussi quelque chose qui se développe beaucoup, qui est beaucoup plus récent que beaucoup de ces questions qu'on a mis là, et qu'on a aussi voulu prendre en compte tout au long des différents chapitres, des différentes normes. Dans la logistique, c'est une question centrale, la logistique en général, et la logistique dans l'action humanitaire, c'est une question, évidemment, avec tous ces grands débats de cette question centrale,
du réchauffement climatique et de l'impact que ça produit, ben de penser aussi ça dans le cadre de la réponse humanitaire. Et enfin, on a rajouté spécifiquement beaucoup d'éléments qui ont trait au genre, de prendre en compte le genre et la diversité dans la réponse humanitaire et dans nos actions de logistique dans ces différents chapitres. Voilà pour la structure, et si on arrive ensuite dans chaque chapitre, comme je le disais, on va trouver 4, 5 ou 6 normes. Et ce qui est vraiment très important d'expliquer, Pierre lançait un peu le message au début, et c'est vraiment là qu'il faut le souligner plusieurs fois, l'approche en fait de ces normes universelles, avec cette idée de norme universelle. On a adapté ce modèle qui nous vient des normes sphères, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc c'est une approche vraiment centrée pour que ce soit un outil universel. Et la partie universelle, en fait, c'est cette première phrase que vous allez trouver dans chaque norme, qui est en couleur un peu orangé jaune en haut. En fait, en une phrase assez courte, on va décrire une norme qui est d'ordre général, qui est qualitative, et cette partie universelle qui est décrite ici, qui est considérée comme non négociable, pour parler très clair, c'est ce qu'on devrait garantir dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle réponse humanitaire dans le monde. Donc, la bonne utilisation des ressources, on va pas détailler tous les exemples, mais c'est quelque chose d'assez général. L'idée de ça, c'est effectivement que ça puisse s'adapter à n'importe quel contexte, et qu'on ne puisse pas dire non, ça c'est pas intéressant pour nous. Donc a priori, ici, il n'y a pas de grand débat. Dans tout le développement des normes, des chapitres, des révisions, on n'a d'ailleurs pas eu, à part sur les formulations, de grandes objections, pour le dire clairement, sur les normes en tant que telles. Après, ce qui vient après, les actions clés, les indicateurs, ce sont les blocs qui permettent aux travailleurs humanitaires, aux travailleurs d'agents qui font partie de la réponse humanitaire, de comprendre mieux, avec les actions clés, quelles sortes de choses on devrait mettre en œuvre pour être aligné avec cette norme universelle. Et donc là, on va décrire, vous voyez ici sur notre exemple, on a 6 actions, types d'actions qu'on devrait mettre en œuvre pour garantir cette norme universelle. Et ensuite, on a 5 indicateurs clés qui sont les choses qu'on devrait regarder, qu'on devrait mesurer, pour justement mesurer à quel point on garantit la norme ou pas. Ce qui est très important de souligner, c'est que ces deux groupes, ces deux sortes d'éléments, eux ne sont pas universels. Donc c'est des choses évidemment qui devraient être pertinentes après avoir débattu tant et tant avec beaucoup d'acteurs, mais qui évidemment doivent être contextualisées. Donc la liste d'actions clés, ce n'est pas une checklist, ce n'est pas quelque chose où il faut faire un tic 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 et voilà, c'est fait. Les indicateurs ne sont pas prêts à être copiés-collés dans vos cadres logiques ou dans vos méthodes de gestion de projet. Ce sont des choses qui devraient être pertinentes, sinon ça n'a pas un grand intérêt, mais qui devront toujours être adaptées à votre contexte, à votre organisation peut-être, selon le mandat, selon d'autres processus en place, et selon même au moment de la réponse. Évidemment, donner une réponse au tout début d'une réponse d'urgence, ce n'est pas la même chose que d'être au 2e mois, au 6e mois, ou un an après, ou dans une crise chronique, évidemment. Donc c'est très important de comprendre cela, et pour qu'on puisse justement contextualiser ces éléments, les actions clés, les indicateurs, c'est là qu'on détaille les fameuses guidance notes, les notes d'orientation. Et là, vous allez trouver des éléments qui ont été construits avec beaucoup de débats, de nouveau avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'exemples très concrets, pour permettre justement aux utilisateurs de comprendre mieux de quoi on parle plus haut, et d'avoir des exemples très concrets, justement sur le moment de la réponse, justement sur les différences qu'il peut y avoir selon la géographie, le contexte dans lequel on travaille, on va donner cette réponse humanitaire. Donc ces notes d'orientation sont fondamentales pour avoir une bonne utilisation, une utilisation intelligente de l'outil. Ici, on n'a rien inventé, je veux aussi être clair là-dessus. On a vraiment adapté la logique des normes sphères, que j'imagine vous connaissez déjà, de toutes les normes associées aux normes sphères. Et donc,
parce que ça nous semblait l'approche la plus universelle possible, mais en même temps flexible, adaptable à tous les contextes, toutes les organisations. Et donc, après cette révision rapide, sur peut-être pas aussi rapide que prévu, sur la logique, comment utiliser les normes, j'en viens spécifiquement aux derniers mois de travail qu'on a eu, qui sont ces expériences pilotes. Comme je vous l'ai dit, on a sélectionné, une fois qu'on a publié la version pilote l'année dernière, on s'est mis en contact avec différentes organisations. Certaines faisaient partie du panel d'experts, le TAG, avec qui on avait travaillé pendant tout le développement des premières versions, de la version pilote des ULS. Et d'autres étaient d'autres organisations externes avec qui on n'avait pas été en contact, mais qui avaient un intérêt pour les questions logistiques et de normes de qualité. Et donc au final, on a travaillé avec la Croix-Rouge finlandaise, la Croix-Rouge canadienne, CLT Asie centrale, CLT qui est un réseau mondial dont le siège est au Royaume-Uni, qui travaille justement sur les thèmes de logistique et de transport, sur les aspects de formation, de renforcement des capacités. Donc dans ce cas-là, on a travaillé avec leur branche au Kazakhstan qui couvre toute l'Asie centrale. On a travaillé aussi avec Techo, qui est une ONG basée à Santiago au Chili, qui travaille dans toute l'Amérique latine, et avec Bioport, qui est une ONG française. Et on a ici Christophe qui va pouvoir nous expliquer un peu plus sur son expérience. Je te laisse parler, Christophe. Bonjour à tous, vous m'entendez là? Très bien. Oui. Bonjour à tous, donc moi c'est Christophe de Bioport. Donc pour faire rapide, on est une ONG française depuis 25 ans qui propose des services de mutualisation logistique aux acteurs humanitaires. Donc en gros, on est une plateforme de mutualisation de moyens, donc principalement en logistique internationale pour une quarantaine de partenaires, dont certains sont dans l'audience d'ailleurs et que je salue. Et du coup, quand George Fenton, c'est lui qui m'a contacté pour participer comme dans le panel d'experts pour ce projet, on a tout de suite vu le sens dans cette démarche parce en étant en contact avec une quarantaine d'organisations pour travailler sur leur logistique, l'utilisation d'un langage commun, de principes communs est vraiment essentiel. Donc, pour nous, la notion de standard était évidente. Et donc, on a été très honorés de pouvoir participer à ça et d'apporter notre expérience, notamment dans le transport international pour les humanitaires. Donc, en tant que membre du panel d'experts, ça a été une expérience très intéressante, très enrichissante d'échanger avec les autres experts pour créer un peu le canevas de ces standards au début, qui permettait de mettre la base après à la consultation, qui nous a permis en fait d'avoir un très très bon feedback, très nourri de beaucoup de participants. C'était intéressant à voir. C'était beaucoup de travail pour tout filtrer et tout pouvoir inclure ces retours du terrain qui étaient essentiels pour donner le résultat attendu, qui pour moi est quand même intéressant parce que comme tu l'as souligné, c'est assez global pour être applicable largement à un large panel d'organisations, à la fois des grosses ONG et des plus petits acteurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en logistique ou beaucoup d'activités en logistique. Et en même temps, grâce aux guidelines qui descendent de plus en plus précis, ça permet de rentrer à chaque fois dans les cases de chacun et de s'adapter. Et donc, on a eu la chance aussi de proposer, du coup, de participer à la phase pilote. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans notre équipe, c'est de faire en fait une auto-évaluation par rapport aux standards. Donc, on s'est auto-évalué nos process et nos modes d'action avec lesquels on travaille avec nos partenaires par rapport aux standards et après à toutes les actions clés et aux indicateurs clés. Donc, comme l'a bien dit Camille, le but, c'est pas une checklist du tout, en fait. C'est qu'on a pris chaque standard et chaque action clé et on a vu comment nous, on la mettait en place ou on ne la mettait pas en place ou peut-être qu'on avait des choses à améliorer. Donc, pour nous, vu qu'on a une activité logistique assez importante déjà, ça nous a surtout permis de voir en fait où on suivait ces standards et où on aurait peut-être des choses à améliorer et où ça avait du sens de travailler en termes de projet d'amélioration. Si je prends nous, on s'est vraiment concentré sur le standard transport, enfin le chapitre transport. Donc nous, on a par exemple identifié que tout ce qui est reverse logistique, c'est quelque chose qui est dans les standards, mais que on est juste au balbutiement, mais que ça a vraiment du sens d'avancer là-dessus. Donc ça, c'est un exemple.
Et donc, du coup, voilà. Et donc, nous, pour la suite, on espère vraiment pouvoir accompagner nos partenaires et d'autres futurs partenaires un peu dans ce même genre de démarche pour comprendre ces standards, voir c'est quoi l'intérêt pour leur structure et éventuellement de les accompagner aussi dans ce genre d'exercice d'auto-évaluation parce que autant ça apporte à une organisation de se juger par rapport à ces standards, mais ça permet aussi d'échanger et de voir les meilleures pratiques entre deux organisations en utilisant la même structure, le même canevas pour mieux, en fait, mieux se comparer et trouver les meilleures pratiques. Donc voilà. Mais c'était en tout cas très intéressant et on espère bien continuer là-dessus et que ça puisse se diffuser le plus largement possible et s'améliorer. Merci beaucoup Christophe pour tant pour l'explication qui est très utile pour comprendre un peu de quoi on parle quand on parle du pilote et aussi du panel d'experts et pour la participation durant presque un an et demi non, avec ce projet. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, ça c'était l'une des 5 expériences qu'on a eues comme pilote. Les 5 expériences ont été assez diverses. Avec Bioport, comme disait Christophe, c'était sur un chapitre spécifique, le transport, avec cette idée très intéressante de l'auto-évaluation et de pouvoir s'auto-évaluer en regardant les normes. Mais on a eu d'autres utilisations. Avec la Croix-Rouge finlandaise, par exemple, ils se sont centrés sur le chapitre d'acquisition d'achat, procurement, avec la Croix-Rouge canadienne en révisant une politique justement interne d'achat et d'acquisition. Avec la Croix-Rouge canadienne, ils l'ont utilisé dans un programme à ses tout débuts, dans le design du programme en Amérique centrale, avec leurs collègues qui travaillaient sur le tout début du programme et qui ont regardé en quoi les ULS leur permettaient justement de mieux de mieux planifier le projet qu'ils voulaient mettre en œuvre. Avec CLT au Kazakhstan, en Asie centrale, on a travaillé plutôt sur l'utilisation des ULS comme outil pour le renforcement des capacités d'acteurs de la logistique ou de la réponse humanitaire. Avec Techo, on a travaillé avec une organisation qui est présente dans beaucoup de pays d'Amérique latine, qui n'a pas de spécialisation en logistique ou de département logistique, mais qui a dans ses interventions des besoins pour justement garantir d'améliorer leur pratique. Une organisation qui travaille avec beaucoup de volontaires. C'était aussi pour ça que c'était intéressant d'avoir un retour sur une autre manière de concevoir comparé à d'autres organisations qui travaillent qu'avec du personnel salarié. Et donc Bioport. On a eu, enfin je vous partage quelques messages, j'ai cité ici, enfin on a eu la conclusion principale qu'on attendait, qu'on espérait, donc une réponse assez positive en général sur l'outil, une structure claire, des informations pertinentes, pratiques, un bon outil pour utiliser des normes, et même dans certains cas pour en couvrir des choses qui n'avaient pas forcément été prises en compte jusque-là par d'autres outils, comme l'impact environnemental par exemple, mais aussi beaucoup d'autres choses. On nous a souligné la pertinence de l'outil encore renforcée pour les petites structures qui n'ont pas forcément de grands spécialistes d'experts dans les questions logistiques. Et aussi, c'est une bonne manière d'aborder des termes qui peuvent être très complexes en regardant les glossaires, les différents glossaires qu'on a à travers les différents chapitres. C'est un peu l'un des grands enjeux de cet outil, en fait, c'est d'être pertinent pour les spécialistes, les gens qui savent, qui peuvent définir les bonnes pratiques, avec qui on a travaillé tout au long du développement des ULS, mais aussi c'est un outil pour les non-spécialistes, et c'est ça l'un des besoins qui avait été identifié, d'avoir accès à quelque chose qui peut être facilement compréhensible pour des gens qui ne sont pas spécialisés, qui n'ont pas été formés spécifiquement en logistique, mais qui ont un intérêt à connaître les bonnes pratiques parce qu'ils participent à d'autres parties connexes de la réponse humanitaire. Je ne vais pas vous faire ici la liste de tous les feedbacks qu'on a reçus, les commentaires. Il y en avait beaucoup de très spécifiques et qui nous ont permis de faire les derniers ajustements en incluant une référence de plus au genre dans un cas, aux éléments de réponse par transfert monétaire dans un autre, enfin, pour que vous compreniez, ou un terme qui n'était pas forcément clair pour l'un des acteurs qui a fait le pilote. Donc on est vraiment sur des derniers ajustements. La liste est
on était content d'avoir ce genre de dernier ajustement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce au pilote pour le lancement de cette version finale. Donc aujourd'hui, c'est le jour du lancement. On est très content de partager ça avec vous. C'est donc la version 1.0 finale qui est disponible sur notre page web. Vous noterez, si vous allez sur notre page web aujourd'hui, que c'est la version en anglais du manuel. C'est la version aussi en ligne. Dans les prochains jours de la semaine prochaine, on devrait avoir le PDF qui est encore en cours de maquettation. On est encore, même si vous vous connectez aujourd'hui ou même demain, il y a peut-être quelques petits éléments qui vont bouger dans très peu d'éléments, mais on est encore en train d'ajuster quelques dernières choses de cette version qui est en ligne. Mais le texte, les 99% de ce que vous voyez en ce moment même, si vous vous connectez sur la page des ULS, ul-standard avec un s.org, c'est cette version définitive, en anglais comme je disais. Dans les prochaines semaines, une fois qu'on aura le PDF, on aura aussi la traduction en espagnol et en russe de ce manuel. On a pu traduire dans le développement des pilotes la version en russe, la version pilote en russe, et on est en train de garantir qu'on puisse avoir la version aussi finale avec ses derniers ajustements en russe. Et la version espagnole avait aussi été développée en partie et va être finalisée quand on aura les derniers changements de la version finale principale en anglais. Donc on aura bientôt ces deux langues dans les prochaines semaines sur la page web des ULS. Notre objectif à moyen terme, c'est de continuer d'inclure d'autres langues. Évidemment, aujourd'hui, dans cette première session en français, on cite le français, mais parce que c'est vraiment très important d'avoir cet outil. On veut vraiment insister sur le fait que c'est un outil qui doit être utile pour plein d'acteurs différents et surtout pour les acteurs locaux. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel qu'il y ait un accès le plus facile. Et donc la langue est vraiment essentielle pour que ce soit le cas, quoi. On ne veut pas rester juste sur l'anglais, ou même c'est des langues qu'on a pu inclure grâce aux expériences de pilotes qu'on a eues. Évidemment, on pense aussi à l'arabe. C'est des choses qui ne sont pas encore arrêtées. On n'a pas de projet signé pour l'instant pour ça, mais c'est les priorités qui ont aussi été identifiées à travers les pilotes. Dans ces priorités, il y a une deuxième ligne qui vient de façon très forte. Grâce aux pilotes, on a pu développer certains matériels de formation qui sont en fait des tutoriels vidéo qu'on a publiés après les débats qu'on a eu avec les différentes organisations. On nous a l'une des conclusions, c'était que ce format serait le plus facile, donc vous pouvez accéder à ces vidéos en anglais sur la page YouTube des ULS ou à travers notre page web et qui vous renvoie à la page YouTube. Et donc pour chaque chapitre, on a une petite vidéo, plus une vidéo d'introduction pour réviser un peu le format et l'approche. Et donc c'est quelque chose qui est assez limité pour l'instant et dans le futur qui devrait être développé, on espère dans les prochains mois, pour offrir des paquets plus faciles d'utilisation, plus adaptables aux différentes situations, différentes organisations. Donc c'est une deuxième ligne assez importante pour le futur. Et une troisième chose qui a été citée en fait par Christophe, leur expérience était vraiment très intéressante parce qu'ils ont une utilisation qui n'était pas forcément la première du manuel, mais de faire une sorte d'auto-évaluation grâce à un chapitre. Et donc on a identifié un besoin intéressant qui est de développer des outils associés comme pour faciliter cette auto-évaluation, d'avoir un modèle dans une forme Excel ou autre qui permettent de guider un peu les utilisateurs pour qu'ils puissent se noter, avoir une conclusion facilement dans un format déjà développé. Donc on travaillerait aussi là-dessus. Ça c'est des idées, il y a des choses qui pour sûr vont être très bientôt dans les prochains jours, même prochaines semaines sur la page web, et certaines idées qui prendront peut-être un peu plus de temps. Je me rends compte que je voulais aussi partager avec vous, je regarde le temps qui passe, une vidéo qu'on a développée dans cette fin de projet. Donc je vais essayer de partager, excusez-moi, ceci avec vous,
qui est en fait la vidéo, la deuxième vidéo. Il y avait une première vidéo d'animation qu'on a lancée pour la version pilote, qui est pas mal, je vous la recommande. Il y a aussi des sous-titres que vous pouvez sélectionner en français, en espagnol et en anglais. Et donc qui expliquait un peu le pourquoi des ULS, l'approche qu'on avait. Et ici, dans cette deuxième vidéo, on se centre beaucoup plus sur le type d'utilisation qu'on peut avoir des ULS. Et je suis très content de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc je mets cette vidéo. Et après la vidéo, je vous inviterai à poser vos questions et vos commentaires pour qu'on puisse partager un peu plus. On y va. The Universal Logistics Standards are based on best practices in humanitarian response. They can be used by anyone involved in logistics. Local communities, NGOs and authorities may take special advantage of these standards to help them manage the logistical aspects of their humanitarian response. The Universal Logistics Standards can be used as a reference for planning, managing or implementing humanitarian projects. They also enhance collaboration and communication by providing a common language. Standards can support better understanding of the logistics needs, empowerment of the local communities, as well as advocacy with donors and local authorities. Lastly, they are useful to develop policies or establish a baseline for a specific field operation. The Universal Logistics Standards synthesize key areas of logistics, including procurement, transport, warehouse and storage, distribution, asset management, and fleet management. Within these chapters, important cross-cutting issues are addressed: protection, safeguarding, environmental impact, gender diversity and inclusion, cash-based assistance. The handbook's content and layout are designed to complement existing universal humanitarian standards, such as the foundational chapters of the Sphere Handbook. Each chapter is structured under minimum standards, which are general and qualitative in nature and state the minimum to be achieved in any crisis. Each standard provides key actions, outlining practical steps towards achieving them. They also include key indicators to help measure whether the standard has been achieved. Remember that key actions are not a checklist, and indicators might be adapted to both the context and phase of the response. Standards finally include guidance notes that provide additional information to help contextualize and deepen specific examples of best practices. The ULS Handbook is now available in its final version in different languages. Visit our website for more information. Et donc voici cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si je regarde le temps, on a encore un petit quart d'heure si vous voulez, pour parler un peu plus, pour échanger. Donc on est un groupe assez relativement restreint, 20 personnes, donc si vous voulez poser vos questions via audio, il ne devrait pas y avoir de problème, ça devrait rester gérable. Et donc voilà, je vous invite, si vous préférez me poser une question à travers le chat, mais vous pouvez mettre un message ou un commentaire. Et donc on peut ouvrir ce dernier moment de la session pour échanger un peu plus. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Veut faire un commentaire? Ma collègue, oui, vous dit que vous pouvez lever la main. Pierre, oui, vas-y. Pardon. Merci Camille, merci Christophe pour cette présentation, très chouette. Moi, j'ai une simple question qui est, voilà où on en est aujourd'hui, c'est très bien, et j'espère vraiment que cet outil va pouvoir servir au plus grand nombre. Et la suite, comment est-ce qu'elle est envisagée? Qu'est-ce qu'on souhaite? Comment est-ce qu'on souhaite développer ça, le faire vivre, bien évidemment, parce que c'est un outil qui doit être vivant. Donc voilà, qu'est-ce qui est envisagé par vous pour la suite donnée à ce beau projet. Voilà, merci.
Merci Pierre. En fait, j'ai pas inclus, c'est une question qui reste un peu ouverte, hein, c'est pour ça que j'ai pas forcément inclus ça dans la présentation de base, mais c'est une question très importante. Donc en fait, dans cette fin de projet, la publication de la version finale, on est en train de travailler aussi sur les aspects institutionnels qui ont à voir avec le manuel, les normes ULS. Et donc, dans les prochaines semaines, devrait être lancé. On est en train de travailler sur des termes de référence, on est en train de discuter avec différentes organisations. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez plus d'informations ou en faire partie. Donc on est en train de voir comment lancer un consortium ULS, donc une alliance d'organisations qui vont gérer en fait ce manuel, les ULS, qui vont garantir, qui va durer dans le temps. Le but évidemment n'est pas de lancer un manuel et bon, de passer à autre chose et d'oublier en espérant que quelqu'un le lira, l'utilisera. C'est quelque chose qui est là pour durer, c'est quelque chose qui est là aussi pour être amélioré dans le futur. L'un des grands débats qu'on a eu au sein du comité d'experts, il y avait évidemment, on est beaucoup de gens passionnés par tous ces aspects, on est en contact avec beaucoup de gens très intéressants. Donc d'un côté, il y a la volonté de rajouter encore beaucoup d'éléments pour que ce soit le plus complet possible. Mais dans un premier temps, on publie aujourd'hui la version finale, elle va être stable, enfin on va pas y toucher, pour dire les choses clairement, pendant au moins 12 mois. Et il y aura sans doute, au bout de 12 mois ou un peu plus, un processus de nouveau ouvert de consultation pour inclure des nouveautés. On voit certaines choses qui se développent avec une certaine rapidité, par exemple ce qui a trait à l'environnement, peut-être des nouveaux indicateurs, de nouvelles connaissances, de nouvelles bonnes pratiques qui pourraient être rajoutées. Donc ça, c'est l'une des choses pour dire qu'on va plutôt se centrer, l'objectif c'est de se centrer sur les 3 priorités que j'ai dites, traduire pour que l'accès soit félicité dans d'autres langues, travailler sur la formation aussi pour que les personnes puissent se former d'une façon ou d'une autre en présentiel si l'épidémie, la pandémie se calme un peu, ou en ligne ou avec des auto-formations d'une façon ou d'une autre. Donc des matériels qui seraient mis à disposition dans différentes langues aussi. Et la partie, comme je disais, d'outils, par exemple d'auto-évaluation. Donc tout ça, ça va se faire dans cette alliance d'organisations, certaines qui ont fait partie du développement du projet, sans doute mon organisation IECA qui est basée ici à Madrid, et d'autres organisations qui ont fait partie du projet, et aussi d'autres, c'est pour ça que je répète, si l'une de vos organisations qui est connectée aujourd'hui est intéressée, vous pouvez me contacter, m'écrire, pour demander plus d'informations et pour voir comment faire partie de cette initiative. On a une question de Luc sur le chat. La réponse est oui. On est en train d'enregistrer la session. On vous prévenait au début au cas où vous vouliez ne pas voir votre image là-dessus. Donc la session est enregistrée. Elle sera dans les prochains jours sur notre canal YouTube, sur le canal des ULS sur YouTube. ULS Standard. Vous trouvez facilement l'accès. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires aussi sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, sur l'expérience que vous avez peut-être eue? Je vois certains collègues qui ont fait partie de ces consultations, de différentes initiatives qu'on a eues au long du projet. Et sinon... Ok, je regarde sur le chat. Ok, je peux mettre le mail ici. Voilà, j'ai partagé l'email si vous voulez être en contact. De toute façon, on vous invite, comme je disais, aujourd'hui vous trouverez la version en ligne, version 1. Il y a des choses qui se passent derrière sur la plateforme dans des dernières petites éditions de formes qui sont en train d'être faites. Donc peut-être que vous verrez quelques petites choses changer entre aujourd'hui et demain. Mais après, pour ce qui est de la version en anglais,
On n'y touchera plus en début de semaine prochaine, et on aura dans les 2 prochaines semaines normalement les versions j'allais dire en français, ce n'est pas le cas, en espagnol et en russe. Les langues ont été choisies selon les organisations qui ont fait partie du pilote. Et voilà. Je suis en train de regarder les questions, excusez-moi, sur le chat, donc pour rien perdre. Merci pour votre attention, Fafine Manuel. Vous pouvez déjà accéder, je vous mets l'URL de la page web. Je pensais que c'était déjà inclus dans les invitations. Donc à travers notre page web, la page web des ULS, vous pouvez accéder à la dernière version. Je crois qu'on a un bouton rouge pour accéder directement à la version finale qu'on présente aujourd'hui. Elle est tout à fait accessible en ligne, et comme je le disais avant, on aura une version PDF. On comprend que ça peut être plus facile si quelqu'un veut l'imprimer ou si quelqu'un veut la télécharger, l'emmener avec soi sur un dispositif. Donc voilà. J'ai oublié de dire par rapport à la question de Pierre, j'ai laissé ça aussi de côté, mais nous sommes dans le processus, je ne veux pas dévoiler des choses qui ne sont pas encore décidées, mais en discussion avec le HSP, le Humanitarian Standards Partnership, qui est en fait le groupe de normes associées à Sphere, pour intégrer cette initiative de normes qui ont été développées avec cette même logique. Et donc voilà, dans le futur proche, les discussions sont bien avancées. On devrait normalement, sans préjuger du résultat final, être dans les prochaines semaines, mois, membre officiellement de cela, ou faire de grands efforts pour l'être. Je vois Enrico qui lève la main. On te laisse la parole, Enrico. Enrico a fait partie du panel d'experts. C'est super de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci Camille. C'est effectivement pour remercier toi, toute l'équipe du gros travail que vous avez amené, de coordination, de motivation de tous les et la facilitation de toutes ces sessions. Je crois que les résultats, c'est vraiment un très bon outil. Nous, à notre intérieur, comme Mine Advisory Group, on va faire la promotion avec tous notre partenaires, et on va clairement un petit peu l'utiliser dans notre formation interne. Comme ça, c'est déjà quelque chose qu'on va essayer de mettre en pratique à commencer le plus tôt possible, parce que ça demandait beaucoup d'efforts, mais ça a sorti un résultat génial. On remercie aussi DJ Echo qui l'a financé et rendu ça possible. Il a identifié un besoin, il a décidé d'intervenir. Je crois que c'est très important et ça répond à beaucoup de besoins. Mais voilà, c'était seulement un coucou, c'était pour saluer et pour remercier. C'était un plaisir. Et bon, on sera en contact après, d'ici un an, éventuellement pour la prochaine étape. Ou même avant. Merci encore, Enrico. Je prends quelques dernières questions que je vois sur le chat. Il n'y a pas de mot de passe à utiliser pour accéder. Vous allez à notre page web que j'ai mis dans le chat, ul-standards.org. Vous avez le lien direct à la version en ligne, qui est handbook.ulstandard, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est le mieux d'accéder au cas où il y a des changements à travers notre page web générale. Par rapport à la perspective de genre, c'est l'une des choses transversales qui a été identifiée, qui a été travaillée. Tout peut toujours s'améliorer plus, donc c'est pour ça qu'on a eu des débats beaucoup avec le panel d'experts, avec d'autres collègues, sur des choses qu'on voit encore, qu'on voudrait encore développer. Mais dans les différentes versions, les améliorations qu'on a eues, on a vraiment fait l'effort, j'espère que ça se voit, d'inclure les questions principales fondées sur les meilleures pratiques et les manuels de référence du secteur, pour prendre en compte ces différences de nécessité, de vulnérabilité, de capacité, selon le genre et selon la diversité en général. Autre question aussi spécifique sur Parcel. Parcel sont des standards qui existaient déjà. On a eu d'ailleurs dans le panel d'experts des gens qui faisaient partie de l'équipe de Parcel. Donc on a pris en compte beaucoup des éléments qui sont identifiés dans Parcel.
Le but des ULS n'est pas exactement le même. Parcel est un outil développé aussi avec l'appui de DG Eco, me semble-t-il, il y a plusieurs années, qui est très centré sur l'auto-évaluation des partenaires locaux. Donc c'est beaucoup plus spécifique. Le but des ULS, c'est d'offrir un cadre un peu plus ample, même si on a vu que l'utilisation d'outils comme une auto-évaluation était une demande qu'on a eue, donc on développerait quelque chose un peu en ligne avec ce qu'a fait Parcel, peut-être dans le futur. Je regarde rapidement, une version pour les smartphones, a priori la version ligne ne devrait pas être trop mal pour elle est adaptative, mais voilà, il n'y a pas de version spécifique pour smartphone qui a été développée. Dans le futur, enfin on touche du bois, le HSP a une application pour dispositifs dans lequel tous les normes associées, Sphère et les autres, peuvent être consultées facilement avec cette application et passer d'un groupe de normes à l'autre. Donc dans le futur, si on intègre le HSP, on espère aussi être dans cette application. Et voilà, je ne sais pas si j'ai oublié une question. On est juste midi pile, heure centrale européenne, mais on peut encore prendre quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, à mettre un message sur le chat. Et sinon, on va essayer d'être très ponctuel aujourd'hui. Donc je vous remercie encore à toutes et à tous pour votre participation. Aujourd'hui, c'est la fin d'un long voyage dans le développement des ULS, mais c'est aussi le début d'un voyage encore plus long, on en est sûr, on en est convaincu, avec le manuel des ULS. Donc merci vraiment à toutes et à tous pour votre intérêt. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, à consulter les différentes versions, les évolutions qu'on va avoir, à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est peut-être la meilleure manière d'accéder aux dernières nouveautés du projet. Et voilà, merci à Christophe pour sa participation aussi, d'échanger sur l'expérience comme membre du panel expert et aussi comme organisation pilote. Merci à la DG Eco pour le soutien de longue haleine. Enfin, c'est un projet, voilà, on est presque à 2 ans du début du projet. On ne savait pas forcément où on allait arriver et comment, mais on y arrivait. Et donc voilà, bonne journée à tous. Prenez soin de vous et on reste en contact. À bientôt.